Donc bonjour tout le monde pour ce brunch un peu tardif puisque Oussama nous rejoint et tu me disais tout à l'heure que chez toi il est 8 heures, donc une heure parfaite pour un brunch chez toi, voire peut-être un petit peu trop tôt, mais pour nous les croissants et le café c'est déjà fait depuis un moment. Alors qu'est-ce que c'est que les brunchs radicaux? C'est l'occasion de parler des sujets qui nous intéressent, des sujets politiques que nous voulons défendre au sein des écologistes puisque nous sommes une tendance au sein des écologistes et on propose ces temps de réflexion qui ne dépassent jamais une heure. Donc, à 16 heures, on vous libérera, enfin 16 heures heure française, et pour toi, il sera 9 heures, Oussama, pour reprendre d'autres activités. Une heure pour discuter de nos sujets, aussi pour les diffuser. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a un lien qui est le lien Linktree qui va être diffusé peut-être par Théo, si tu peux le mettre peut-être dans le chat. Et puis voilà, l'objectif, c'est de faire avancer nos sujets et notamment aujourd'hui de parler de ce qui se passe aux États-Unis grâce à toi, Oussama. Alors, je ne vais pas te présenter, je vais te laisser un moment pour le faire toi-même. Et puis, tu nous parleras bien sûr de ton expérience militante aux États-Unis, dans l'Amérique de Trump, comment on lutte contre le fascisme, comment toi tu prends ta place, et voilà, quels sont les cercles politiques qui permettent d'avancer. Donc je t'invite à te présenter, Oussama. Parfait. Ben, écoute, merci Émilie, merci à toutes et tous de me recevoir. Je suis très heureux d'être là. Pour me présenter rapidement, moi donc je suis Oussama, je suis franco-marocain. Je suis né au Maroc et je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans où voilà, j'ai poursuivi un cursus de licence pour études, puis mais j'ai fait mes études, puis j'ai commencé à travailler là-bas. Et aux alentours du printemps arabe, je me suis engagé un peu dans la lutte, bah, finalement la lutte citoyenne marocaine à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré les membres des Verts à l'époque qui nous aidaient à nous organiser. J'ai rejoint le mouvement en 2011, donc il y a 15 ans quasiment jour pour jour. Je suis rentré dans le groupe local du 20e arrondissement de Paris, rue de la Chine, si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui ont connu ce local. Je suis parti aux États-Unis en 2014 pour un VIE, un volontariat international en entreprise. C'est un programme gouvernemental qui aide les jeunes à aller travailler dans les entreprises françaises à travers le monde. Et puis voilà, maintenant je suis aux États-Unis depuis 12 ans. Donc en 2014, je suis arrivé à Chicago où j'ai fait mon VIE, puis j'ai quitté Chicago pour aller reprendre mes études à Portland dans l'Oregon. J'y ai vécu quasiment 4 ans, puis retour à Chicago où aujourd'hui je vis et je travaille. J'ai un travail d'ingénieur, c'est ma formation en analyse de données. Et voilà, j'y vis avec ma famille, j'ai 2 enfants. Et voilà, et donc pour faire rapide, là je vous ai fait fast forward de quasiment toute ma vie en quelques secondes, mais le plus important, et on est là pour en parler, c'est justement le côté voilà engagement et qu'est-ce que je fais pour m'engager aux États-Unis depuis 2014. Donc je sais pas, Émilie, j'avais eu une liste de questions. Est-ce que on veut les reposer ou je déroule mon truc Bon, jusqu'au bout? si tu veux, je poserai quelques questions et puis bah, n'hésite pas à prendre une direction qui t'intéresse aussi, puisque l'objectif, bah, c'est que tu puisses t'exprimer tout simplement. Donc, bah, tu nous disais que donc tu militais chez les écologistes déjà avant d'arriver aux États-Unis. Mhm. Et comment est-ce que, depuis que tu habites aux États-Unis, ça fonctionne? J'imagine que les groupes locaux, les écologistes, bah, sont forcément plus réduits qu'à Paris. Ouais. Comment est-ce que ça se passe vraiment au sein des écologistes aux États-Unis? Ben, déjà, il faut savoir que en fait, on a une chance inouïe en France, et c'est unique au monde, c'est d'avoir cette vie civique, cette représentativité de la diaspora partout dans le monde. Et donc, on a plus de 440 élus locaux qui représentent les Français de l'étranger, et voilà, 12 sénatrices, sénateurs, 11 députés. C'est vraiment unique au monde. Il n'y a aucune démocratie qui a ce type de représentativité. Et finalement, à travers ça s'organise la vie politique locale. Et on a une région qui est la région Hors-de-France, dont j'ai la chance d'être co-secrétaire.
Et donc partout dans le monde, on a des groupes locaux pour les écologistes. Et puis voilà, je suis un peu subjectif parce que c'est un peu le fruit de notre travail. Et je vois Charlotte ici. Je pense qu'on est le parti politique le mieux organisé pour les Français de l'étranger. Et donc comment ça se passe? Bon, c'est assez compliqué, mais maintenant avec les technologies, on arrive à avoir une vie militante très chargée. On est éparpillé dans le monde. On a des groupes locaux qui sont finalement calqués sur les circos législatives. Donc moi, mon groupe local, c'est les États-Unis et le Canada. Je dis pas l'Amérique du Nord parce il y a pas le Mexique dans ce groupe local. Donc c'est l'autre circo législative. Mais voilà. Parce qu'il y a cette représentativité, parce qu'on a cette vie citoyenne des Français de l'étranger, on arrive à avoir des partis politiques. Et puis moi, dès que je suis arrivé, j'ai été mis en contact à travers le réseau finalement interne des écologistes avec les gens qui étaient déjà là en Amérique du Nord. Et puis voilà, on a commencé à s'engager. Moi, j'ai été co-secrétaire du groupe local. On organisait des événements, discuter de la politique locale, des synergies qu'on pouvait avoir entre écolos et finalement militants locales sur le terrain, des gens qui habitaient aux États-Unis ou au Canada. Et voilà, et donc je me suis engagé vraiment dans la continuité, comme si quelqu'un déménageait d'une ville à l'autre dans notre mouvement. Et ça, c'est le fait justement de cette vie citoyenne assez unique, cette vie civique assez unique qu'on a la chance d'avoir à travers la représentativité des Français de l'étranger. D'accord. Donc, ça, c'est pour du coup ton engagement au sein des écologistes. Mais Mhm, aux États-Unis, est-ce que tu participes également à d'autres mouvements politiques? Puis mhm, peut-être quelles sont tes relations avec les démocrates? Parce que vu de France, c'est quand même mhm, le parti dont on entend le plus parler pour défendre nos idées. Comment est-ce que ça se passe pour toi, cette double appartenance, on pourrait presque dire, même si tu mhm. ne peut-être pas comme ça. Enfin, je te laisse nous raconter. Non, non, t'as tout à fait raison. Après, en fait, c'est une des bases de l'écologie politique, c'est de pouvoir s'engager localement, parce que, in fine, pour nous, les frontières, c'est fait par l'homme. Donc, en gros, on s'engage partout où on est, et c'est mon cas. Moi, j'ai choisi de m'engager chez les Democratic Socialists of America, qui est le mouvement DSA, celui dont, par exemple, est membre Zoran Mamdani, le maire de New York. Alors, par rapport aux démocrates, c'est pas tout à fait le parti démocrate. C'est un parti à part entière, mais qui utilise la plateforme démocrate. C'est-à-dire que dans ce parti-là, les membres et dans les échéances électorales vont participer, par exemple, aux primaires démocrates pour les différentes échéances électorales qui se passent ici. Mon engagement politique, bon, faute de temps bien sûr, parce que les écologistes hors de France me prennent beaucoup de temps, et je suis moi-même aussi élu des Français de l'étranger, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que je fais, c'est surtout un engagement citoyen. J'ai rejoint DSA, j'essaie d'aller aux réunions de groupes locaux, mais sans un véritable engagement dans les structures voilà, qui font vivre ce mouvement. Mais ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai beaucoup appris. Je lis toutes les newsletters que je reçois, et puis dans l'engagement citoyen, on en reparlera tout à l'heure. Moi, j'essaye de faire en sorte d'être présent à chaque fois qu'il y a des moments de lutte qu'on doit passer, surtout par rapport à la politique d'immigration qu'il y a en ce moment avec ICE, etc., etc. Donc, je suis engagé ici, surtout sur le terrain, à travers les associations de quartier, etc., mais avec une appartenance politique, parce que pour moi, c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, l'un des partis qui porte le plus nos idéaux de gauche chez les écologistes, ça serait peut-être voilà, DSA, que j'ai rejoint vraiment, je dirais presque naïvement, mais j'ai eu une démarche intellectuelle où j'ai rencontré des gens, etc. Et voilà, maintenant j'en fais partie sans pour autant être à 100% dans les instances, parce que justement j'ai l'engagement chez les écologistes à côté.
Alors, tu en parlais avec Ice, on en reparlera un petit peu. Bon, bah, il y a quand même deux pierres noires qui ont dû être des moments extrêmement douloureux comme nous, mais sans doute plus pour toi là-bas. Les deux élections de Trump, d'abord en 2016 et en 2024. Alors, tu as vécu les choses différemment parce que avec un engagement différent. Bah, comment justement tu as vécu ces deux événements, bah, on va dire tragiques? Pour nous, pour le monde entier, pour l'Europe, mais encore plus pour les États-Unis et peut-être même pour ta situation d'étranger aux États-Unis. Mhm. Comment est-ce que tu as vécu ces deux épreuves, ces deux élections? Non, 2016 et 2024, c'était vraiment totalement différent. Je vous redonne mon contexte personnel, c'est qu'en 2016, je suis à Portland, dans l'Oregon. Et je suis étudiant et en fait personne ne voit ça venir. On vit un peu dans une bulle à Portland, dans l'Oregon, qui est l'une des villes les plus progressistes aux États-Unis. Et voilà. Et en plus j'étais dans un milieu académique où j'étais en train de faire un doctorat. Donc vraiment, euh, on était voilà, c'était le choc. Et je me souviens, comme si c'était hier, voilà, avoir veillé jusqu'à l'arrivée des résultats de Hawaï ou de ces États qui comptent jusqu'à pas d'heure le lendemain, mais on savait dans la foulée que c'était fini. Et voilà. Et donc, en gros, à ce moment-là, c'est plus une sensation de, je dirais même de révolte, où on se dit comment on n'a pas pu voir ça venir. Et cette élection-là, après ce mandat, bah, je sais pas si bon, certains d'entre vous s'en souviennent, mais on a eu des reculs massifs dans ce qu'on pensait être acquis, les droits acquis. On a eu des bébés en cage, on a eu beaucoup de problématiques qui ont été dures à avaler pour nous, militantes et militants de gauche. Et finalement, ce mandat s'étant terminé par la pandémie, etc., euh, voilà, ce qui a le plus aidé pour nous, c'est de se voir un peu dans la glace et de se dire, bah, comment on fait pour ne plus avoir ça. Et donc, pour le mandat de Biden qui a suivi, en fait, je ne sais pas comment on a pu justement baisser les bras. Je crois qu'il y a eu ça, mais il y a eu aussi, et je l'analyse un peu de manière subjective, mais c'est volontaire aussi de partager avec vous mon sentiment. Mais finalement, je crois que les leçons qu'on a tirées du premier mandat de Trump n'ont pas vraiment été les bonnes. Et je dis on, c'est justement pour les militantes et les militants progressistes aux États-Unis, le Parti démocrate, etc. Je crois qu'il y a eu un manque, et puis je pense que vous le comprendrez très bien dans ce groupe. Je crois qu'on a oublié la radicalité. Et pendant les 4 ans du mandat de Biden, ben on a eu des discours très centrés où Kamala Harris avait fait une campagne vraiment très au centre en ramenant, en se rapprochant par exemple de Liz Cheney, qui est la fille de l'ancien vice-président des États-Unis, sous Bush, donc des républicains, etc. Donc en 2024, la problématique qu'on a eue, c'est que on le voyait tous venir. C'était ça la plus grande différence avec 2016, c'est qu'on voyait venir gros comme un camion. Nous qui étions sur le terrain finalement, les militants de terrain, on voyait venir la victoire de Trump. Et la problématique là, en fait parce que ça me fait réfléchir je sais pas si vous avez vu ou entendu le passage de Ken Loach il y a quelques jours au Festival de Cannes, où il parlait justement de ce qui était le plus dur, c'est le silence des bons, en citant Martin Luther King. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui se sont recroquevillés dans la neutralité en se disant bah, de toutes les manières, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, et voilà. Et je pense que c'est un peu ce fatalisme-là. Et puis en même temps, partir, voilà, faire campagne plus vers le centre.
qui nous a amené à ce moment en 2024 qui malheureusement, voilà, on le voyait venir. Donc c'était un peu ça, le choc de 2016, les leçons qui n'ont pas été retenues, l'inertie qui en a suivi dans le mandat de Biden, puis finalement voir Trump revenir comme ça. Je pense que ça a été une expérience ouais, assez traumatisante finalement, parce que j'ai l'impression aussi de vivre dans le futur quand je milite en France et que ce que je vois se profiler pour 2027 est pas terrible en ce moment. Voilà. Ouais, ce que tu dis là, ça rejoint vraiment notre expérience et nos réflexions, les conséquences que tu tires des échecs et de la déflagration politique, c'est que Mm. il nous faut plus de radicalité, il faut qu'on soit droit dans nos bottes sur nos idées politiques et il faut faire tout le contraire finalement de ce qu'on voit un petit peu en ce moment. Il faut pas édulcorer le discours pour essayer d'avoir un maximum d'électeurs, ça ne marche pas. Il faut au contraire affirmer nos positions, parler à tout le monde, mais garder cette radicalité en politique que nous défendons aussi radicalement vôtre. Et c'est vraiment intéressant d'entendre que c'est aussi ce qui est ressenti par les militants aux États-Unis. Mhm. Alors, bon, bah, la situation est ce qu'elle est, on la connaît, donc voilà, c'est horrible et très difficile, mais maintenant, il faut lutter. Et donc, on sait que toi, tu es là et tu luttes. Alors justement, maintenant qu'il a été réélu en 2024, comment est-ce que ça a fait aussi évoluer ton engagement, peut-être pour le deuxième mandat? Et puis en particulier, tu parlais tout à l'heure de ICE qui Mhm. chez nous apparaît comme voilà la pire dérive fasciste. Tu parlais tout à l'heure des bébés qu'on emprisonne, enfin vraiment des expériences traumatiques qui renvoient à des périodes de l'histoire les plus sombres. Est-ce que tu vois, tu participes à ces luttes-là et comment ça se passe donc la lutte contre le fascisme aux États-Unis en ce moment? Bah oui, alors moi, en fait, mon expérience avec l'engagement, elle a toujours été un peu intrinsèquement liée à une démarche intellectuelle. Donc, au lendemain de 2024, bah, ce que j'ai commencé à faire, c'est à me replonger dans les bouquins. Et c'est là où on a de la chance aux États-Unis. J'appelle vraiment ça le pays des contradictions, parce qu'on est à l'avant-garde et à l'arrière-garde de tout. Et c'est comme ça que je le vis parce que ce que j'ai réussi à trouver dans l'engagement sur le terrain, c'est beaucoup de travail de terrain qui est aussi intellectualisé dans des livres, dans des événements, etc. Donc il y a une vie militante très fertile justement aux idées et à l'innovation de la lutte contre finalement le fascisme, comme tu le rappelais, Émilie. Donc moi, en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais sur le terrain, je vais parler aux gens, je vais à ma bibliothèque de quartier, j'essaie de comprendre comment ça va se passer pour les années qui viennent, surtout quand on a vu tout de suite ICE débarquer dans nos villes. Et moi, à Chicago, j'en ai fait l'expérience complète parce que il y a eu littéralement des rafles dans mon quartier, là, à 2 pas de ma maison. Il y a eu des vendeurs ambulants qui disparaissaient du jour au lendemain. On a eu des gens qui arrivaient, enfin des voitures banalisées qui arrivaient, qui rentraient illégalement dans les maisons de gens qui parlaient pas anglais, qui connaissaient pas leurs droits. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà. À la fois en lisant, et puis j'ai un livre que je mettrai dans le chat qui est super important. Ça s'appelle Let This Radicalize You. Donc ça va vous plaire. Laissez cela vous radicaliser, si je traduis. Je le mettrai dans le truc. Donc ça, c'était un bouquin qui m'a beaucoup inspiré, parce que c'est un bouquin qui explique comment on peut justement s'organiser dans la lutte contre le fascisme. C'est vraiment un manuel pratique pour l'engagement militant qui a été fait par des gens qui connaissent bien le terrain et qui sont à la fois académiques et militants sur le terrain. Donc il y a des livres comme ça que j'ai dévoré et finalement avec bon, le temps que j'ai, parce que voilà, j'ai une vie familiale, une vie personnelle, mon engagement contre ICE, il a été vraiment sur le terrain. Et comment, voilà, s'il y a un objet qui est vraiment la métaphore de la lutte contre ICE, c'est ça, c'est le sifflet.
Alors, on a ce qu'on appelle chez nous des neighborhood watch, des surveillances de quartier. Et donc, on s'organise sur des groupes signal dans nos quartiers. Et ça, c'est vraiment tout le monde. Donc, c'est super important de noter ça quand je vous disais que c'est le pays des contradictions. Je me retrouve maintenant avec des gens qui n'avaient jamais milité avant à organiser vraiment une lutte contre le fascisme sur le terrain. Et donc avoir ces sifflets-là et puis se dire que voilà, on a des tranches horaires, on va surveiller notre quartier et ça, c'est partout sur Chicago, partout dans les villes progressistes aux États-Unis où ICE est arrivé et a voulu voilà commencer à implémenter ces politiques fascistes avec les rafles. On s'est retrouvé finalement dans une situation où voilà, on s'organisait et l'idée c'est que par exemple dès qu'on voyait une voiture banalisée qu'on arrivait à, on prenait les plaques, on sifflait dès qu'il y avait un problème. Donc voilà, pour résumer, au final, c'est vraiment une démarche intellectuelle qui m'a beaucoup appris, où j'ai appris notamment à quel point le militantisme de terrain était important et de pouvoir justement entrer en résistance parce que finalement c'est ça qu'on fait quand on est voilà dans ces activités-là. On est en résistance et on nous apprend et aussi ce qui m'a beaucoup appris à travers cette expérience de terrain, c'est à quel point l'organisation était importante et c'est là où pour moi c'est un peu un choc culturel, c'est que avant qu'on nous donne un sifflet, il faut passer par deux, trois cours qui durent toute la journée et apprendre justement tout ce qu'on doit faire, comment on doit réagir dans des situations difficiles, etc. Et tout ça, c'est fait et créé par des gens qui sont complètement bénévoles, des gens qui ont finalement des fois jamais fait de politique. Et Chicago, c'est quand même une ville qui a beaucoup d'histoire à gauche dans le militantisme, dans la lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses, pour beaucoup d'histoires militantes. Et moi, j'ai beaucoup de chance de pouvoir bénéficier finalement de cet environnement-là. Et voilà. Et ma participation à la lutte contre ICE, elle a été vraiment sur le terrain de manière complètement, voilà, je perds le mot, mais ça a été vraiment, j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Voilà. Merci, merci de nous expliquer tout ce que tu fais, la façon dont c'est fait, c'est vraiment très enrichissant et ben, à saluer. Enfin, vraiment, je sais pas comment le dire, mais c'est très important aussi pour nous ici en France de savoir que il y a des gens très bien organisés et puis qui œuvrent avec les personnes avec qui tu travailles. Mhm. Alors maintenant, je reviens à la politique, peut-être moins militante ou militante autrement, mais on va dire la politique davantage liée aux élections et aux instances. Toi, tu es déjà un élu consulaire et donc tu es aujourd'hui candidat. Qu'est-ce Ouais. que dans le mandat c'est ton premier mandat? Tout à fait, c'est la fin de mon premier mandat, j'ai été élu en 2021. D'accord, Voilà, et donc être conseiller des Français de l'étranger, c'est un peu calqué sur être voilà, élu municipal, d'accord. conseiller municipal de très petites communes. Donc c'est des mandats bénévoles, on a de très grandes circonscriptions et puis les prérogatives sont assez limitées. Euh, on a des prérogatives où on siège dans les conseils consulaires pour attribuer des aides aux Françaises et aux Français de la circonscription sur l'aspect voilà, accès à l'enseignement estampillé agence pour l'enseignement français de l'étranger sur des aides sociales aussi et puis sur le soutien au tissu associatif des Français qu'on attribue ces budgets. On a des questions aussi on siège pour tout ce qui est sécurité des Français sur place. Donc moi, ça a été un sujet parce que un exemple, Minneapolis fait partie de ma circonscription. Donc quand il y a eu à la fois les problématiques liées à l'assassinat euh, de, euh,
à l'assassinat de Alex Pretty et René Good par ICE, on a eu vraiment des véritables problématiques où les gens avaient peur de sortir de chez eux, etc. Donc là, on peut intervenir ou voilà, on joue un peu le relais avec les autorités françaises, essayer d'aider ces gens-là, enfin les gens de cette ville-là à naviguer un peu ces problématiques de sécurité qu'on pourrait avoir, mais aussi, voilà, on a la prérogative politique, c'est qu'on vote pour les sénatoriales, et ça, c'est l'une des plus importantes. Voilà, on est tous et toutes les conseillers, les conseillères des Français de l'étranger, grands électeurs, et on vote pour les 12 sénatrices et sénateurs des Français de l'étranger. Moi, ce que j'ai porté dans mon mandat, finalement, ça a été vraiment un mandat axé sur le terrain, où voilà, il m'a tenu à cœur d'aller au-delà des prérogatives parce qu'elles sont finalement limitées. Si on s'y tient, vraiment, c'est pas non plus euh, l'engagement le plus excitant pour quelqu'un qui est engagé à gauche, etc. Parce que voilà, c'est 3 à 4 réunions par an. Moi, ce que j'ai fait, c'est que on allait sur le terrain, on a essayé de maintenir un peu cette continuité avec nos valeurs d'écologistes, l'inclusion, et je suis allé en fait dans les territoires un peu plus reculés de la circonscription. Et mon plus gros ma plus belle réalisation finalement, ça a été de créer une école française pour extrascolaire à Cleveland dans l'Ohio, où aujourd'hui, voilà, il y a une trentaine de familles qui bénéficient de cette école-là, là où il y a 5 ans, ben, il y avait pas d'offre. Donc voilà, ça peut être aussi le type de d'engagement qu'on peut avoir en tant qu'élu des Français de l'étranger. Non, Donc mais voilà, encore une fois. c'est Voilà, très concret comme ça c'est très, tout à comme fait. ça peut Voilà. l'être dans une mairie d'ailleurs, où on voit tout de suite la réalisation concrète des actions. Donc aussi Mhm. bien une action un peu de type CCAS, action sociale, où là, tu es amené à rencontrer directement les personnes ou c'est des dossiers, des flux généraux? Voilà, tout à fait. C'est des dossiers qui arrivent, on peut les lire, on rencontre des fois les personnes parce que ce qu'on dit pas, c'est que c'est souvent les élus qui ramènent les dossiers. Les aides, etc., sont pas très connues. Même notre mandat est pas très connu. On a un taux de participation à ces élections qui au plus haut arrive à 15% des inscrits. Donc c'est vraiment un échec démocratique. Et puis bon, c'est vrai qu'on est un peu toutes et tous responsables, mais voilà, cette élection est pas très connue. Et donc voilà, dans l'exercice, on a beaucoup plus ce type d'aide qu'on ramène finalement voilà, les dossiers sont souvent ramenés par les élus. Et puis, juste pour contextualiser, moi, je suis l'un des rares élus à gauche aux États-Unis. On en a une quarantaine et on est deux à gauche. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. J'ai eu des cas de figure où, par exemple, voilà, j'ai perdu sur l'attribution des aides aux Français en situation irrégulière aux États-Unis. Donc là, ça a été pour moi une lutte parce que finalement, la France veut bien voir les immigrés en situation irrégulière en métropole, mais quand il s'agit des leurs, bah, finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Alors que, voilà, pour moi, j'en ai fait une bataille. Donc j'ai beaucoup aidé des gens qui étaient ici dans des situations sociales très compliquées. Et puis ça n'a pas toujours été facile face à mes collègues conservateurs et conservatrices. D'accord. Alors ça, c'est le mandat qui vient de s'écouler. Est-ce que tu as Mhm, une ou un ou deux projets, des choses que tu aimerais défendre aussi dans le prochain mandat? On espère bien que mhm, tu seras élu. D'ailleurs, on pourra parler aussi avec Charlotte, qui est également mhm, candidate à Londres. Et mhm. alors, quels sont d'abord toi tes projets, Oussama, pour ben voilà, pour t'inscrire et continuer à lutter tout en étant élu dans le contexte qu'on connaît qui espérons évoluera, mais voilà, qui est Ouais. ce qu'il est aujourd'hui.
Moi, en fait, ça va aller sur la continuité et puis le passage de relais. Pour moi, ça va être important. Voilà, ces mandats sont pas faits pour s'y éterniser, hein, et puis ça rentre en ligne, en tout cas, de comment je vois moi l'écologie politique. Donc, je veux passer le relais. Je veux prendre les 6 prochaines années pour justement parfaire ce qu'on a fait, donc être un peu dans la continuité, mais aussi faire grandir justement l'équipe, parce que voilà, il y a 5 ans, j'y étais arrivé un peu rapidement et finalement, j'ai pas réussi à avoir une continuité d'équipe pendant les 5 prochaines années. Ça, c'est pour moi l'objectif le plus important, c'est de pouvoir, même si je suis élu seul à gauche, d'avoir un groupe ici localement qui agit et qui m'aide à aller au-delà des prérogatives encore une fois, et pourquoi pas créer une autre école, par exemple. Ça serait super important dans une autre région où il n'y a pas beaucoup d'offres pour les familles françaises. Et puis continuer à lutter justement comme on peut. Moi, je sais que c'est assez compliqué de pouvoir, en tant qu'élu des Français de l'étranger, de pouvoir porter haut et fort le militantisme de terrain que je fais ici contre l'administration Trump, contre les dérives fascistes de cette dernière et ICE par exemple, parce que voilà, nos mandats sont assez régis là-dessus, et puis moi-même j'ai eu des problèmes avec l'administration française. À ma grande surprise, parce que je m'attendais toujours à avoir des problèmes avec l'administration américaine, mais c'est l'administration française qui m'a retoqué en premier par rapport à Tu peux mon nous en dire un, engagement contre ICE. Oui, 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 ouais, tu j'ai peux nous en dire un pas de peu et souci. comment tu l'as vécu et Ouais, est-ce que c'est un alors. truc qui se fait d'habitude ou pas, tu vois? En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, en tant qu'élu, au moment où on a eu des rafles dans ma ville, à Chicago, qui est quand même le chef-lieu de la circonscription, voilà, ce que je voyais, c'était aussi le choc de tout le monde, en fait. Comme je vous disais, dans cette lutte contre ICE, on se retrouve avec des gens qui avaient jamais milité, qui avaient jamais fait une manif auparavant. Donc c'était vraiment un gros poids sur toutes les communautés qu'on a dans notre ville. Et moi, en tant qu'élu des Français de l'étranger, ben, je voulais appeler à justement un peu plus d'organisation de la communauté française. Euh, parce que on a quelque part tous issus de parcours d'immigration ou encore immigrés nous-mêmes. Donc, en gros, l'idée c'était de s'organiser, de faire de l'entraide, etc. Et donc, dans ma newsletter qui appelait à ça de manière, on va dire, très soft, j'ai été rappelé et mis en demeure par la consul générale de France à Chicago, qui m'a remis très froidement une lettre en main propre en me convoquant sans me donner de raison préalable. Et voilà. Et donc, à ma grande surprise, on me demandait, voilà, dans une lettre qui a été rédigée, je pense, assez rapidement parce que il y a à boire et à manger, où il me reproche de m'immiscer dans les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis. Et voilà. Et donc, en fait, c'était une grande première, je pense, parce que je n'ai pas entendu parler de ça. Mais moi, au final, c'est une grande fierté pour moi que d'avoir reçu une lettre du gouvernement français en me disant: arrête de critiquer l'administration Trump. Je pourrais montrer ça à mes enfants quand ils seront plus grands. Mais voilà, ça a été très compliqué pour moi à ce moment-là, parce que je le voyais pas venir. Et tout ce que je demandais, c'est que on puisse s'organiser. Voilà. Et puis j'ai eu plein de gens qui m'ont répondu à cet appel, me disant: moi je peux aider, moi je suis déjà dans les veilles de quartier dans mon quartier à Chicago, etc. Mais c'était vraiment une période très très compliquée. Chicago a été la première une des premières villes où ICE est arrivé. Euh, on a eu ensuite Minneapolis, que tout le monde connaît. Euh,
Et malheureusement, je vais le dire comme je pense, bah, parce que on est entre nous, mais Minneapolis a été mis en avant parce que il y a eu le grand malheur des assassinats de Alex Pretty et René Good, qui étaient finalement des Américains blancs. À Chicago, il y a eu une dizaine d'assassinats de latinos. Et en fait, on les connaît pas. Et ça, c'est super important de le noter, c'est-à-dire que l'émoi est arrivé surtout après Minneapolis. Et après Minneapolis, le gouvernement français a changé un peu vis-à-vis de ça, puisque j'ai été convoqué avec tous les élus sur une réunion où il fallait qu'on parle de la sécurité pour les Français, etc., juste après Minneapolis, alors que quelques mois avant, quelques semaines avant, moi j'appelais à l'organisation à Chicago alors qu'on était vraiment déjà dans une grosse difficulté. Voilà. Merci Oussama. Donc tu as Mhm. un courrier à encadrer, bravo. Mhm. C'est vrai que c'est très très effrayant. Là, on en parle en riant, mais c'est très effrayant parce que ça veut dire que l'État français est très faible aux États-Unis et est très faible face aux géants de cette ancienne démocratie. On ne sait plus trop comment l'appeler aujourd'hui. Alors justement, pour revenir aux États-Unis, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu vois la situation pour l'avenir. Aujourd'hui, on part c'était la plus grande démocratie du monde. Aujourd'hui, on a un tableau qui est très sombre et effrayant. Quels sont tes espoirs? J'espère que tu en as partagé. Et aussi, quelles sont tes craintes? Et nous en avons, elles sont nombreuses pour l'avenir de la politique américaine. Ouais, donc, encore une fois, moi je dis ici, c'est le pays des contradictions. Je dis toujours, on est à l'avant-garde, à l'arrière-garde de tout. Donc, en gros, mes craintes, elles sont pour les 2 ans et demi qui restent ou les 3 ans qui restent du mandat de Trump. Parce que justement, il y a beaucoup de leviers qui peuvent encore utiliser pour participer au recul fasciste. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On est toujours là à se lever, à regarder les news. Là, aujourd'hui, j'en ai lu une sur qui va toucher les Français directement, où maintenant Trump veut que tout candidat et candidate à la résidence permanente aux États-Unis, la fameuse carte verte, aille attendre en dehors du pays. Donc, quand on applique pour ça, il faut sortir du pays. Donc, là, encore une fois, un truc très compliqué qui peut arriver. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a le poids parce que moi, j'ai tous mes impôts qui vont, la plus grosse partie de mes impôts vont à payer une guerre illégale et un génocide. Donc c'est très dur aussi de le vivre en tant que voilà contributeur fiscal, enfin résident fiscal américain. Mais de l'autre côté, il y a aussi une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, on a quelques laboratoires aux États-Unis. Vous avez tous entendu parler de New York et ce qui est en train d'être fait par Mamdani. On a aussi l'engagement sur le terrain, parce que New York, c'est ce que vous arrivez à voir, vous, à travers voilà, la porosité des idées, etc. Mais aussi sur le terrain, c'est quelque chose d'incroyable ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que je dis c'est le pays des contradictions, parce que sur le terrain, surtout à Chicago, bah, moi j'arrive à avoir accès à énormément d'organisatrices, d'organisateurs qui sont euh, très inspirants, qui font des choses incroyables, ou par exemple, rien que le fait que je sois membre du mouvement DSA, je reçois beaucoup d'informations, etc. Et puis aussi, finalement, en gros, ce que je me dis, c'est que je fais le lien avec la France. Et aux États-Unis, on a un gros, on a un gros rempart qui est finalement le fait que ça soit un pays fédéral et que les États, les villes, les municipalités ont beaucoup de pouvoir.
et se dresse finalement en rempart contre le fascisme. Et c'est institutionnel, c'est-à-dire qu'on a des villes qu'on appelle des villes sanctuaires qui ne collaborent pas avec l'État fédéral. Et ça, c'est très important. Et quand je réfléchis à ce qui nous attend en France, parce que nous, on n'a pas cette décentralisation. Si demain l'extrême droite arrive au pouvoir en France, je pense que c'est beaucoup plus dangereux que ce qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est ça qui me travaille énormément en ce moment pour voilà un militant politique français aux États-Unis. Je réfléchis beaucoup à comment on peut contribuer à la porosité des bonnes idées finalement, parce que les idées d'extrême droite sont très poreuses. Elles passent des États-Unis à la Hongrie, à la France, partout dans le monde. Cet international fasciste s'organise. Et puis finalement, les idées de gauche, beaucoup moins. Et je sais pas comment changer ça. Je pense que à vraiment notre humble échelle, on y contribue juste en organisant notre échange aujourd'hui. Ça me permet aussi de vous dire comment ça se passe chez moi, etc. Et de pouvoir probablement créer des synergies. Mais voilà, j'ai quand même espoir qu'à un moment donné, on pourra s'inspirer de ce que vivent partout les pays qui subissent maintenant cet international fasciste et de s'inspirer des luttes finalement, des résistances qui sont partout dans le monde. Et puis voilà, je terminerai juste par rapport voilà quelque chose qui est cher à ce groupe, à savoir la radicalité. Je pense que voilà, la sémantique est très importante et il faut arriver à enlever cette connotation péjorative mais que les médias mainstream veulent passer à la radicalité parce que finalement la radicalité, pardon, pour moi, c'est la rupture, et c'est très important qu'on puisse passer à une rupture qui soit saine et qui nous permette de nous battre contre finalement ces dérives fascistes qui sont finalement partout dans le monde aujourd'hui et qui font peur. Donc voilà, à la fois j'ai cet espoir-là et qu'on y arrive avec les craintes du quotidien que je vis aujourd'hui en fait dans ma vie de tous les jours. Lutte, résistance et radicalité pour aller vers l'avant. Voilà. Tout à l'heure, Charlotte posait la question dans le chat de la situation politique et les élections qui arrivent aux États-Unis pour novembre 2026. Mhm. Bon, alors là aussi, hein, il y a un espoir quand même de retournement politique. Comment est-ce que toi, tu vois les choses là où tu es? Alors, c'est vrai que l'administration Trump a perdu beaucoup voilà, en popularité, surtout dans ses bases. Par contre, je pense que euh, les conservateurs ont encore beaucoup de place. Voilà, en tout cas, c'est difficile pour moi d'analyser comment ça va se passer. Mais moi, je vous donne juste l'exemple pas très écolo. Il y a finalement un indicateur politique qui est très très important dans la politique américaine, qui est le prix de l'essence. Et le prix de l'essence, ça a été utilisé dans plein d'études académiques, etc. Et c'est prouvé que c'est l'un des indicateurs politiques les plus importants dans les élections. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi haut, ce prix de l'essence. Et finalement, je pense que voilà, ça sera sans doute une défaite pour l'administration Trump, mais ça sera pas une défaite qui finalement taira ou tairait ses idées. Euh, Moi, ce que je pense, c'est que voilà, malgré ça, je ne vois pas, par exemple, une fin du soutien de la politique génocidaire de Netanyahou. Je ne vois pas de fin. Voilà, peut-être que ça pourrait aider sur la guerre illégale en Iran, mais voilà, pour moi, c'est assez compliqué de pouvoir voir une avancée ou un stop pendant ces élections-là. Voilà. Moi, en lien avec cette question, parce que là, on commence à avoir les primaires pour justement l'investiture, Mhm. pour les candidatures des chambres de représentants. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on voit quand même que
que le Parti républicain enlève le peu de républicains modérés ou qui avaient quitté Trump pour les remplacer par vraiment des Trump purs et durs. Je Mhm. voulais savoir si c'était un truc que tu ressentais aussi à Chicago ou si par exemple le Parti républicain à Chicago était sur un autre truc, parce que pour moi c'est aussi ça la grande leçon qu'on peut retenir, c'est que Trump a beau dépasser tous les trucs de démocratie, même des trucs symboliques. Moi, je me demande toujours, c'est vraiment qu'un symbole, mais le fait qu'il ait remplacé la tête du président Biden dans le couloir de la Maison Blanche par une machine à écrire, qu'en fait juste protocolairement le Parti républicain tolère ça. Et il y a bien des choses bien pires que celle-là, mais je Mhm. trouve que c'est un truc symbolique très fort, montre que qu'en fait très rapidement tous les contre-pouvoirs, y compris politiques, et le Parti républicain aurait pu l'être un peu, s'effacent, quoi. Donc je voulais savoir si les républicains dans des terres un peu plus progressistes étaient sur les mêmes la même continuité de renforcer Trump ou pas. Et deuxième truc, et c'est un peu la question qui suit, c'est est-ce qu'à Chicago, tu vois une ligne se démarquer côté démocrate? Parce que j'ai l'impression qu'en fonction des territoires, il y a à la fois des plus progressistes ou entre guillemets qui progressent, mais que c'est pas vrai partout et c'est parfois l'inverse. Et je pense par exemple sur l'élection qui avait été perdue par Cory Bush, qui avait été une des personnes Mhm. qui avait rejoint la fameuse squad d'AOC et tout. Donc voilà, je voulais savoir, parce que j'ai l'impression que jusque-là, le bilan de la ligne démocrate, il n'a pas du tout été fait, il est plutôt mis sous le tapis. Et est-ce que c'est un truc qui commence à se dégager? Est-ce que les élections, elles sont quasiment demain, quoi? Ouais. Donc pour la partie de ta question sur le côté républicain, moi ce que je dirais avec encore une fois beaucoup d'humilité parce que je suis pas un spécialiste de ça, mais ce que je vois c'est que il y a une grande partie du Parti républicain qui est outré et qui justement de manière un peu institutionnelle se dit mais où est-ce qu'on va à chaque sortie euh, à chaque sortie de Trump, euh, voilà, comme tu donnais l'exemple de ces futilités que Trump met en place. Maintenant, ce que je vois, c'est que finalement, à chaque fois qu'on a des républicains qui se dressent contre ça, bah finalement, entre guillemets, ils sont chassés. Et ça, c'est dans les urnes, bien entendu. Et là, on se retrouve dans des situations où des gens qui étaient voilà élus perdent des primaires parce que on met tous les moyens à la fois du Parti républicain et de l'État et des lobbies finalement, parce que vous avez entendu parler sans doute de AIPAC, le lobby proche de Netanyahou aux États-Unis. Et donc voilà, en mettant tous ces moyens-là, parce que aux États-Unis, je fais peut-être un raccourci, mais la politique électorale, c'est intrinsèquement lié à l'argent. Il n'y a pas de limite, donc on se retrouve à une course au dollar. Et puis c'est là où en fait, voilà, Trump a toujours les moyens de mettre de côté les voix dissidentes ou même si elles sont majoritaires au sein de son parti. Donc ça c'est pour la partie américaine. Et puis récemment, voilà, il y a eu plusieurs primaires où des sortants ont été battus côté républicain pour des postes de réélection qui auront lieu en novembre. Autrement, pour les démocrates, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour moi, moi j'ai eu le cas très proche d'une militante incroyable qui s'appelle Kat Abouzaleh. Qui a participé à la primaire démocrate pour devenir députée de la circonscription du nord de Chicago à Washington. Et, et en fait, bah, on a mis beaucoup de moyens, notamment financiers, contre elle.
Et, et voilà, et malgré ça, elle est arrivée très proche, voilà, du candidat un peu plus institutionnel. Mais on arrive à avoir ces voix-là qui sont issues des rangs. Voilà, pour le coup, Kat, elle est aussi membre de DSA. Elle a été l'une des figures de la résistance contre ICE à Chicago. Et puis hier, il y a eu une grande nouvelle pour elle, c'est que toutes les charges qui ont été menées contre elle au niveau judiciaire fédéral pendant sa lutte contre ICE ont été classées sans suite. Voilà, ce qui est un gros poids sur ses épaules parce que voilà, quand on est poursuivi au niveau de la justice fédérale, c'est très très compliqué. Et donc là, il y a eu une grosse victoire judiciaire et voilà. Et donc du coup, je me retrouve dans cette situation où je vois qu'il y a des dissidences de part et d'autre qui disent bah, c'est pas possible. Même chez les Républicains, on dit c'est pas possible. Où va-t-on s'arrêter? Mais finalement, voilà. Et puis encore une fois, il y a des contradictions. On se dit, voilà, des fois ça passe, c'est passé pour Mamdani. Des fois ça passe pas. Bah, pour Katabo Ghazaleh, c'est pas passé. Et, et voilà. Mais ça continue. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse pour savoir comment aider pour que ça soit, pour que ça devienne, voilà, que ça porte plus ses fruits. Voilà comment je le vis moi. Merci Oussama. Alors, on arrive déjà presque à l'issue de notre discussion. Je pense que c'est Sandrine qui lève la main, mais comme ta caméra n'est pas allumée, je suis pas sûre que ce soit toi. C'est soit Et puis, Sandrine, soit voilà, William. Donc on va voir. peut-être William. Et voilà, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, sans trop traîner, puisqu'il nous reste 5 minutes. C'est C'est moi. Sandrine. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci, Oussama. Je suis arrivée en cours de route, mais merci pour ton témoignage. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, là, c'est dans tes dernières paroles, quand tu dis qu'en France, on n'a pas la constitution qui nous permettrait d'avoir des lieux de résistance comme aux États-Unis. Le caractère fédéral la protège finalement Ouais. de l'activité de Trump. Moi, j'avais lu un tract Gallimard de Pierre-Yves Bocquet. Je ne sais plus quel est son titre, mais en fait, il décrit 100 jours durant lequel le Rassemblement national pourrait complètement prendre le pouvoir en France. Enfin, s'ils gagnent l'élection présidentielle, en 100 jours, ils peuvent réformer la Constitution et ne plus du tout avoir de contre-pouvoir. Et en fait, ce livre m'obsède depuis que je l'ai lu, ça fait maintenant plusieurs mois, et j'arrive pas à trouver les moyens de faire en sorte que on se protège davantage. Et du coup, je ne sais pas si c'est une question, mais en effet, moi j'avais écouté des podcasts américains qui disaient qu'il y avait quand même une résistance en fait très forte aux États-Unis par endroits et qu'en fait c'était pas tout n'était pas Trumpiste aux États-Unis, mais en France j'ai quand même ce sentiment qu'ils peuvent rentrer comme dans du beurre plus facilement presque qu'aux États-Unis et du coup, enfin c'est pas une question, c'est plus une angoisse que je te livre, mais comment toi tu vois ça et Écoute, moi aussi j'ai beaucoup d'anxiété par rapport à ça et c'est Mhm. important de le dire parce que en fait je le vis là ce que je vois c'est que par exemple dans la lutte contre ICE ben, on nous envoie des troupes fédérales mais finalement la police qui est une police municipale est là pour nous défendre. Ouais. Voilà. Bon, on met de côté les violences policières qu'on connaît tous, parce que Chicago, c'est quand même voilà une ville où on connaît tout ça, et la police municipale fait partie et du mauvais côté dans ce cas de figure. Mais par contre, voilà, quand il s'agissait de défendre les gens tous les jours contre ICE, ben, on avait une police qui était là, qui ne collaborait pas parce que c'est la mairie qui dirige la police. Et pour moi, voilà, dans mes cauchemars, imaginez-vous demain un Zemmour ministre de l'Intérieur, ben, la Mhm. police nationale, elle s'exécute. Et où va-t-on s'arrêter si jamais, voilà, qui pourra se dresser en rempart? Donc c'est des questions vraiment euh, clair. Et puis il y a aussi une partie où je me dis avec les médias mainstream et la droitisation du PAF finalement aujourd'hui, ou l'extrême droitisation du PAF, je me dis que peut-être qu'on n'aura même pas le soutien citoyen finalement.
parce qu'aujourd'hui, quand Trump est arrivé dans les rues avec sa milice ICE, bah finalement, les gens de tous les jours qui n'avaient jamais milité ont pris leur sifflet, sont sortis dans la rue et se sont organisés. Est-ce que demain on verra ça? Je l'espère, mais je sais pas. Je me dis on n'a pas vraiment, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est culturel, etc., mais j'ai beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Et je sais qu'il est quasiment l'heure, et moi je voulais juste faire peut-être, terminer sur une bonne note, parce que dans les bouquins que j'ai lus, donc Sandrine, c'est marrant, parce que tu as parlé de ce bouquin-là qui trace finalement la partie obscure qui pourrait nous toucher, mais moi j'en ai lu un autre qui est d'une amie qui s'appelle Iman Abdelhadi, qui est une organisatrice et une sociologue de l'Université de Chicago, qui a écrit une fiction qui a été traduite en français. Je la mettre dans le chat. Et en fait, c'est tenu sous forme de plusieurs interviews qui sont de 100 ans dans le futur, où finalement on a réussi à mener cette lutte radicale, cette lutte de gauche, et qu'on est arrivé à la société où on avait tout pour tout le monde. Voilà, c'est le titre du livre. Je vais mettre un lien. Je sais pas quel est ce site, donc vous m'excuserez si c'est un site de revendeur ou quoi que ce soit. J'ai voulu mettre le lien vers la traduction en français. Et ce livre-là a été pour moi, je me souviens peut-être que Camille Etienne avait reçu Iman dans un plateau télé, je me souviens plus, c'était peut-être chez Blast, et c'est super important de garder en tête que voilà, malgré ces craintes-là, il faut continuer à s'inspirer les uns des autres et se dire qu'on arrivera peut-être à pallier à ça. Mais c'est vrai Achetons des qu'aujourd'hui, sifflets. Achetons des oh, oh, sifflets. voilà, c'est ça. Que chacun ait son sifflet, qu'on puisse se battre. Mais vraiment, ce sifflet-là a été pour moi voilà, une découverte fantastique parce que j'étais loin de voir finalement à quel point les gens pouvaient juste sortir et s'organiser, etc. Vraiment des gens qui ont jamais fait de politique de leur vie, ont téléchargé la Signal, ont commencé à faire des choses qui finalement les mettaient en danger. Et puis voilà. Ouais, Merci. On va pouvoir mettre ça dans notre médiathèque radicalement vôtre. On a quelques livres et quelques propositions. ouais, Ouais, vas-y. ouais, pardon, juste, Oussama, tu nous avais parlé d'un autre Ouais. livre que tu devais nous mettre dans le chat. Est-ce que Oui, 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 ouais. Alors, attends 2 secondes, je vais le mettre parce que celui-là, il est super important, surtout pour nous toutes et tous. Alors ça, je pense pas qu'il y ait une traduction, donc vous m'excuserez. J'espère que vous pourrez, pour certains et certaines d'entre vous, lire en anglais. Regardez, cherchez peut-être qu'il y a une traduction, mais peut-être que si je devais traduire de manière bancale le titre, c'est Laissez ça vous radicaliser. Voilà. Et c'est vraiment un manuel du militantisme tel qu'on le voudrait, avec les idées voilà, qu'on défend toutes et tous. Et c'est vraiment un bouquin qui a beaucoup appris du premier mandat de Trump. Et enfin, les deux autrices ont beaucoup appris du mandat de Trump. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment très très bien fait. On rentre dans le détail, et puis on apprend vraiment comment militer, s'organiser sur le terrain. Et puis je Avec finirai avec mon t-shirt, j'ai mis Chinga la Migra, qui est finalement l'équivalent de Fuck Ice en espagnol. Voilà. Donc, Chinga la Migra. Et D'accord. aux voilà. organisateurs, si vous pouviez mettre rapidement le lien pour que je rattrape le début, ça serait super. Voilà, on est Voilà. bien équipés, on a quelques lectures en prévision. Voilà. Bon, je sais pas quoi dire, bon courage, enfin voilà, toute la réussite possible et toute la force pour vous deux, Charlotte et toi, Oussama, pour ces élections. Mhm. On compte sur vous et c'est vraiment un plaisir de savoir que vous êtes là et que vous portez nos combats. Merci beaucoup pour cet échange et à très Merci. bientôt. Merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup.